Bienvenue dans notre exploration d'aujourd'hui. On va parler d'une série monumentale, on peut le dire, X-Files. Ah oui, X-Files, un véritable phénomène culturel qui a marqué toute une génération, et même plus. Exactement. Une longévité assez dingue, hein, plus de 200 épisodes, 2 films, des revivals. Et puis cette phrase qu'on connaît tous, la vérité est ailleurs. Mythique, absolument mythique. Ça a dépassé la série elle-même. Alors l'idée aujourd'hui, c'est de décortiquer un peu ça. Comment une série pareille a pu naître, pourquoi ça a autant marché. On va regarder de près sa création, son évolution, en s'appuyant sur pas mal d'analyses et de récits sur les coulisses. Oui, comprendre les ingrédients de ce succès. Et ça commence forcément par le créateur, Chris Carter. Et son parcours, il est assez atypique. C'est le moins qu'on puisse dire. Avant de devenir le maître d'œuvre d'X-Files, il était journaliste. Pas journaliste d'investigation sur les ovnis, hein. Non, non, pas du tout. Rédacteur en chef d'un magazine de surf. Assez loin de l'ambiance sombre et paranoïaque de la série. Carrément. Mais c'est intéressant de voir comment ce chemin un peu détourné l'a peut-être préparé. Le journalisme, ça donne une méthode, un certain rapport au réel peut-être. Tout à fait. Et puis, il a eu des rencontres clés. Il commence à écrire des scénarios, il entre chez Disney, il travaille pour NBC, sous l'aile de Brandon Tartikoff. Il touche à des genres très variés, même des comédies. Ça lui a donné une expérience de production assez solide en fait. Savoir comment une série se fabrique au-delà de l'écriture. Exactement. Et le tournant, c'est sa relation avec Peter Roth. Quand Roth devient président des productions TV à la Fox en 92, il cherche de nouveaux talents. Et il pense à Carter. C'est là que l'idée d'X-Files germe. Carter a ce sentiment qu'il manque quelque chose à la télévision à ce moment-là. Oui, il trouvait qu'il n'y avait plus vraiment de séries qui faisaient peur. Il pensait à des classiques comme La quatrième dimension, bien sûr, mais surtout Kolchak, de Night Stalker. Dossier brûlant en France, le journaliste qui enquête sur des trucs bizarres. Voilà, Carter voulait reprendre cette idée, mais en la modernisant, en l'ancrant dans l'air du temps. Et l'air du temps, au début des années 90, c'est encore l'ombre du Watergate. La méfiance envers le gouvernement, les secrets d'État. Exactement. Il est très marqué par le film Les Hommes du Président. Et il transpose cette idée de conspiration, de dissimulation, au domaine du paranormal, des ovnis. C'est là qu'il a l'idée du duo d'agents du FBI. Un homme, une femme, le croyant et la sceptique. Le concept de base est là. Oui, mais il insiste dès le départ sur un point. Pas de tension romantique forcée au premier plan. Ce sont des partenaires, professionnels avant tout. Bon, avec ce concept, assez audacieux quand même pour l'époque, il va pitcher ça à la Fox, fin de l'été 92. Et là, c'est le refus. Direct. La Fox trouve ça bizarre, pas assez grand public, pas rentable, en gros. Classique. Mais c'était sans compter sur Peter Roth. Heureusement qu'il était là. Roth y croit, lui. Il insiste. Il organise une deuxième réunion, et là, Carter sort un argument assez malin. Lequel? Il parle des travaux d'un psychiatre de Harvard, John Mack, sur les enlèvements par les extraterrestres. Il balance un chiffre, genre 3,7 millions d'Américains, qui penseraient avoir été enlevés. Waouh. Bon, le chiffre est sûrement discutable, mais l'idée est là. Ça touche une corde sensible. Ça montre que le sujet intéresse, qu'il y a un public potentiel pour ces histoires. Voilà. Ça, plus peut-être le fait que Carter leur tapait un peu sur les nerfs. Pour qu'ils leur lâchent les baskets, quoi. Un peu ça, oui. Finalement, la Fox dit OK, mais sans vent de conviction. C'est vraiment Roth qui a sauvé le projet à ce moment-là. Sans lui, pas d'X-Files. Une fois le feu vert obtenu, même timidement, Carter développe le pilote. Et il prend une décision assez forte sur le duo. Ah oui, l'inversion des rôles. Au départ, il avait pensé faire de Mulder le sceptique et de Scully la croyante, mais il a inversé. Pourquoi? Pour casser les stéréotypes de l'époque, la femme était souvent vue comme plus émotive, plus intuitive. Là, non. Scully, c'est la scientifique, la rationnelle. Mulder, c'est celui qui est guidé par son intuition, sa quête personnelle liée à sa sœur. C'était assez moderne. Et pour Scully, il s'inspire d'un personnage de film culte. Clarice Starling, du Silence des agneaux. Une femme forte, déterminée, dans un univers très masculin. Ça se voit même dans le style vestimentaire au début. Ensuite, le casting. Trouver les bons visages. Pour Mulder. David Duchovny. Il avait déjà tourné un peu, mais il n'était pas franchement emballé par une série télé. Il pensait que ça allait vite s'arrêter, c'était plus un job alimentaire pour lui au départ. Son audition était d'ailleurs assez particulière, non? Oui, très détendu, limite désinvolte. Il portait une cravate avec des cochons, apparemment. Mais ça a plu à Carter ce côté un peu sarcastique, intelligent. Et pour Scully, ça a été plus compliqué, je crois.
Ah oui, beaucoup plus. Gillian Anderson était quasiment inconnue. Elle auditionne parce qu'elle a besoin de travailler, mais le script lui plaît, ce personnage de femme forte l'attire. Carter la veut absolument. Oui, il a un vrai coup de cœur. Il voit en elle l'intelligence, la force tranquille parfaite pour Scully. Mais la Fox, Pas du tout. Il la trouvait pas assez glamour. c'est ça. Il voulait une actrice plus connue, plus bimbo, on va dire. Ils auraient suggéré Pamela Anderson, selon certaines sources. Pamela Anderson en Scully, incroyable. Carter a dû se battre, vraiment batailler ferme, pour imposer Gillian Anderson, une quasi-débutante. C'était un gros risque, mais il a tenu bon, heureusement. Le pilote est tourné en mars 93. Et le lieu de tournage va devenir essentiel. Vancouver, choix capital. Cette ville, avec son temps souvent gris, sa pluie, ses forêts environnantes, sa brume, ça va donner à la série une atmosphère visuelle unique. C'est indissociable des premières saisons. Presque un personnage en soi. Tout à fait. Et sur le plateau, malgré le manque d'expérience d'Anderson, qui doit apprendre les bases techniques en direct, L'alchimie avec De Chauvigny prend acquis. immédiatement oui. Cette dynamique entre eux, ce mélange de respect, de tension intellectuelle, d'affection latente, ça fonctionne tout de suite. C'est le cœur de la série qui se met en place. Même si la production du pilote n'est pas simple. Budget limité. Oui, 2 millions pour le pilote, c'est correct, mais pas énorme. Carter doit déjà défendre certaines scènes, les effets spéciaux, c'est un peu le début, il tâtonne. Le fameux plan avec les feuilles qui volent qui n'était pas terrible au début. Mais ça oblige aussi à être créatif, à suggérer plutôt qu'à montrer. Exactement. Et ça va devenir une marque de fabrique. L'ombre, la suggestion, ça sert l'ambiance. Le pilote plaît assez en interne pour commander une saison, 13 épisodes au départ. Mais la diffusion. Ah, la case horaire là. Le vendredi soir. Considéré à l'époque comme une case très difficile, un peu le cimetière des séries. La Fox misait beaucoup plus sur une autre série cette année-là, Les aventures de Briscoe County Junior. Un western de science-fiction avec Bruce Campbell. X-Files était le petit projet à côté. Sauf que, surprise, le pilote fait un très bon score pour cette case et pour la chaîne. 12 millions de curieux. C'est encourageant. Et la série installe sa structure narrative assez vite. Oui, ce fameux mélange. D'un côté, les épisodes indépendants, les monstres de la semaine. Chaque semaine, une nouvelle affaire paranormale, une légende urbaine. Ça permet d'accrocher facilement de nouveaux spectateurs. Et de l'autre côté, le fil rouge, la mythologie, les aliens, la sœur de Mulder. Ça, c'est pour fidéliser les fans et tenir en haleine sur le long terme. C'était assez novateur comme structure à l'époque. Et très vite, on a des monstres qui marquent les esprits. Ah oui, dès le 3e épisode, Squeeze, compressions en VF, on a Eugene Toombs. Le type qui peut s'étirer et passer dans les conduits d'aération. Bras. Culte. Un personnage créé par Glenn Morgan et James Wong, deux scénaristes qui vont beaucoup apporter à la série. Ça montre tout de suite le potentiel pour créer des antagonistes mémorables. Ces premières saisons à Vancouver, elles ont vraiment une patte visuelle très forte. Oui, la photographie de John Bartley au début est magnifique. Très sombre, beaucoup de contrastes, l'utilisation de la pluie, du brouillard. C'est une ambiance poisseuse, inquiétante. Il tournait énormément de nuit aussi. Mais il y avait aussi des contraintes fortes, non? Le budget notamment? Oui, après le pilote, le budget par épisode pour la saison 1 tombe à environ 1 million de dollars. C'est pas énorme pour une série avec des éléments de SF ou d'horreur. Et ça se sent parfois. Tous les épisodes ne se valent pas. Clairement. Certains monstres de la semaine sont moins réussis, un peu kitsch peut-être avec le recul. Certains effets spéciaux piquent un peu les yeux aujourd'hui, comme dans l'épisode Projet Arctique. Mais paradoxalement, ces contraintes ont pu être un moteur. Tout à fait. Ça a forcé l'équipe à être inventive. L'horreur passe souvent par la suggestion, par l'ambiance, par des maquillages très réussis, notamment sur les cadavres, qui étaient souvent assez graphiques. Et puis ça a donné naissance à d'excellents épisodes bouteilles. Ces épisodes en huis clos pour économiser. Voilà, comme Projet Arctique justement, dans cette base isolée en Alaska, ou Quand vient la nuit, Darkness Falls, perdu dans la forêt avec des insectes tueurs. Ce sont des réussites totales, très angoissantes, faites avec peu de moyens. Et pendant ce temps, le succès grandit, saison après saison. Oui, les audiences montent régulièrement, ça devient un vrai phénomène, d'abord aux États-Unis, puis à l'international. En France, M6 la diffuse dès juin 1994 et ça prend très bien. Il y avait aussi à l'époque un internat médiatique pour Roswell, les ovnis. Ça tombait au bon moment. Et arrive la saison 2, avec un imprévu de taille. La grossesse de Gillian Anderson.
comment faire quand l'une des deux stars doit s'absenter pendant plusieurs épisodes. Ils ont été plutôt malins, narrativement. Très. D'abord, ils ferment temporairement les affaires non classées, ce qui permet d'écarter Scully. Ensuite, et surtout, ils organisent son enlèvement. C'est un arc majeur qui va booster la mythologie et l'implication émotionnelle de Mulder. Une contrainte transformée en opportunité scénaristique. Ça a aussi permis de développer d'autres personnages. Skinner, par exemple. Exactement. Walter Skinner, leur chef, joué par Mitch Pileggi, gagne en importance. Son rôle ambigu au début devient plus clair, il devient un allié, parfois à contre-cœur, et c'est aussi le moment où les grandes figures de la conspiration s'installent. L'homme à la cigarette. L'ennemi iconique, parfait dans William B. Davies, parfait dans ce rôle quasi muet au début. Mais aussi Alex Krajicek, le double agent, ou Mr. X qui remplace Gorge Profonde. La mythologie se complexifie. Mais le cœur, ça reste Mulder et Scully. Toujours. Leur relation, c'est ce qui captive le public. Cette alchimie incroyable, cette tension permanente entre la foi de l'un et la science de l'autre, mais avec un respect et une affection profonds. C'est la naissance des shippers et des Noromo. Oui, les fans qui veulent absolument les voir en couple et ceux qui préfèrent que la relation reste professionnelle et platonique. Chris Carter a joué avec ça pendant très longtemps. La série est alors au sommet de sa popularité, non? Milieu des années 90. Oui, les saisons 3, 4, 5, c'est vraiment l'âge d'or pour beaucoup. Des épisodes mythologiques puissants, des cliffhangers terribles comme Anasazi à la fin de la saison 2, des monstres géniaux. Et des épisodes qui osent aller très loin. Je pense à Home, la meute. Ah, Homme, saison 4. Un épisode extrêmement dérangeant sur l'inceste, la dégénérescence. Il a été interdit de rediffusion pendant un temps sur la Fox tellement il était choquant pour l'époque. Mais c'est aussi ça l'X-Files, oser aborder des sujets difficiles. La série se permet même des expérimentations formelles. Oui, comme Triangle en saison 6, réalisé par Carter lui-même, qui est filmé pour donner l'illusion de longs plans séquences très ambitieux, ou les épisodes en noir, les épisodes plus comiques. Mais après 5 saisons à Vancouver, un gros changement se prépare. Le déménagement à Los Angeles. C'est David Duchovny qui pousse beaucoup pour ça, pour des raisons personnelles, être plus près de sa famille, mais aussi pour sa carrière cinématographique. Et ça a eu un impact sur la série, elle. Énorme. D'abord visuellement. Fini l'ambiance grise et humide de Vancouver, place au soleil de Californie. L'esthétique change radicalement, devient plus lisse, plus hollywoodienne, diront certains fans. Moins d'atmosphère, elle. C'est ce que beaucoup ont ressenti, oui. Une partie de l'équipe technique a changé aussi, et les coûts de production ont grimpé en flèche. Artistiquement aussi, il y a eu des changements. Oui, peut-être une certaine fatigue créative qui s'installe, plus d'épisodes humoristiques, parfois très drôles, comme le shérif à les dents longues, Bad Blood, mais parfois un peu forcés. Et surtout, la mythologie commence à s'enliser pour une partie du public. Ça devient très compliqué, ça n'avance plus vraiment. Et puis, il y a le départ de Duchovny. Après la saison 7, oui. Un conflit financier avec la Fox, mais aussi une envie de passer à autre chose. Il ne fait plus que quelques apparitions en saison 8. C'est un coup dur. Comment faire X-Files sans Mulder? Ils ont essayé. Saison 8 et 9. Ils introduisent deux nouveaux agents. John Doggett, joué par Robert Patrick, Le T-1000 de Terminator 2. lui-même, un ancien marine très carré, très sceptique. Et Monica Reyes, jouée par Annabeth Gish, plus ouverte au paranormal, plus intuitive. La dynamique change complètement. Oui, Scully devient en quelque sorte la croyante face au scepticisme de Doggett. C'est une tentative de renouvellement intéressante sur le papier, mais ça a eu du mal à prendre auprès des fans historiques. Gillian Anderson est aussi un peu moins présente. Et les audiences baissent. Elle continue de chuter, oui. La saison 9 essaie de boucler les choses avec un final intitulé Toute la vérité, mais ça laisse quand même pas mal de portes ouvertes et de frustration. La série s'arrête en 2002. Mais pas la franchise. Il y a eu les films. D'abord le premier, Combattre le futur, Fight the Future, sorti en 1998, en plein âge d'or. C'était un vrai film de cinéma, gros budget, très spectaculaire, qui faisait le lien entre les saisons 5 et 6. Plutôt réussi et bien accueilli. Et le deuxième, bien plus tard. 10 ans après, en 2008, X-Files, Régénération, I Want to Believe, volontairement plus intimiste, plus proche d'un monstre de la semaine, tourné à nouveau à Vancouver. Budget plus modeste. Et l'accueil? Beaucoup plus mitigé, déception critique et commerciale. Peut-être que l'attente était trop forte ou que le public voulait retrouver la grande conspiration. Et puis il y a eu le retour à la télé, les saisons 10 et 11. En 2016 et 2018, un événement, mais là aussi, accueil très partagé.
Retrouver la magie après tant d'années, c'était compliqué. La nouvelle mythologie a été très critiquée, l'humour parfois jugé excessif. Mhm. Gillian Anderson a dit stop après la saison 11, non? Oui, elle a annoncé que c'était terminé pour elle, et la fin de la saison 11 est très controversée, c'est le moins qu'on puisse dire. Ça laisse les fans sur une note amère pour beaucoup. Malgré cette fin un peu en queue de poisson, l'héritage global reste immense. Colossal, oui. L'influence sur les séries TV est indéniable. Ce mélange d'épisodique et de feuilletonnant, ça a fait école. Lost, Fringe, Supernatural, Stranger Things, toutes doivent quelque chose à X-Files. L'esthétique aussi, cette photo sombre, travaillée. Exactement. Et puis il y a l'effet Scully. Ah oui, c'est fascinant ça. Des études, notamment du Gina Davis Institute, ont montré que le personnage de Dana Scully, cette femme scientifique forte, compétente, respectée, a réellement inspiré des générations de jeunes femmes à s'orienter vers les sciences, la technologie, l'ingénierie, les maths. C'est un impact social concret et mesurable. C'est assez incroyable pour une série. Et il ne faut pas oublier son rôle de pionnière sur Internet. Dès le milieu des années 90, les forums de fans d'X-Files explosaient. C'était l'une des premières séries à générer une communauté en ligne aussi massive et active, qui analysait tout, théorisait. Elle a accompagné la naissance de cette culture fan sur le web. Donc si on résume, une genèse un peu improbable avec Chris Carter, un duo d'acteurs à l'alchimie parfaite, une innovation dans la narration et le style visuel, un impact culturel énorme. Mais aussi les difficultés de durer, de se renouveler, de gérer les départs et les attentes changeantes du public. C'est toute l'histoire d'un géant de la télévision. Une série qui a exploré, comme peu d'autres, cette frontière entre science et croyance, entre vérité officielle et secret caché. Tout à fait. La quête de Mulder et Scully, c'était un peu une quête universelle sur ce qu'on choisit de croire. Et ça m'amène à une dernière réflexion. Aujourd'hui, on est bombardé d'infos, de fake news, les théories du complot pullulent sur le net, la méfiance envers les institutions est assez palpable. Est-ce que finalement les thèmes de X-Files, cette recherche de vérité dans le brouillard, ce dialogue entre scepticisme et foi, sont pas encore plus pertinents maintenant qu'il y a 20 ou 30 ans? C'est une excellente question. Est-ce que la série résonne plus fort aujourd'hui ou est-ce qu'elle est surtout le reflet d'une époque, celle d'avant cette cacophonie numérique, où le doute était peut-être plus structuré, moins généralisé? Sa façon de questionner la vérité est-elle toujours d'actualité ou est-ce que la complexité du monde actuel l'a un peu dépassée? De quoi laisser matière à penser, en effet. La vérité est peut-être toujours ailleurs.